Merci à Enact et au BT à Paris pour l'invitation d'être partie de ce séminaire. J'ai une présentation que je devais partager et aussi je vais parler en anglais. Excusez-moi en avance pour ça. J'ai besoin de l'accès pour partager la présentation. OK. So, Alors, comme cela a été indiqué par mes collègues, ma présentation se base sur un document de travail que j'ai publié conjointement avec mes collègues Adeline Breck et David Bescan et en août 2023, déjà disponible sur le site de l'OIT. Donc, je vais passer en revue cette présentation. Si vous souhaitez m'interrompre et poser des questions à tout moment, je vous encourage à le faire. Ainsi, très souvent, en termes d'IA, on voit des gros titres dans les journaux sur l'apocalypse du travail, un monde qui n'existera plus. Voici un gros titre issu d'un rapport en Grande-Bretagne en disant que 8 millions d'emplois disparaîtront à cause de l'IA. Et puis on a aussi la responsable directrice générale du FMI qui a dit que euh, tout l'IA frappera les marchés du travail comme un tsunami et 40 des emplois vont être touchés par l'intelligence artificielle. Ce qui ne paraît pas très clair dans ces gros titres, et ça fait partie du problème, c'est que bon nombre des études, y compris la nôtre, quand on parle de cette exposition, pour ce qui est des emplois particuliers, pour les tâches particulières, est très différent de ce qui se passe en pratique. Alors, en pratique, c'est un impact qu'on observe. Donc, bon nombre d'emplois sont exposés à cette technologie et en théorie, on pourrait autonomiser ces tâches, mais en pratique, ces emplois ne disparaissent pas. Donc, il faut bien comprendre la transformation du marché du travail. Donc, ce qu'on a tenté de faire dans notre étude, c'est de véritablement comprendre ce qui se passe et les tâches dans chaque profession. Comprendre que les tâches déterminent, heu et je voudrais aussi vous montrer cette photo et dans ce processus, c'est mécanisé. C'est-à-dire que cette profession ne va pas forcément disparaître. Donc dans ce processus, hem, il faut des décennies pour que cela, disparaisse. Donc voilà ce qu'on a tenté de faire en contraste. Par contre, si vous voyez les, heu, distributeurs, automatiques, les a de billets, on pensait que les banquiers, dis les représentants de banques disparaîtraient, mais en fait, ces personnes sont devenues davantage des conseillers à la clientèle plutôt que de donner des billets. Donc depuis lors, on a eu beaucoup de, heu changement dans l'industrie bancaire, mais là, il s'agissait vraiment de faire, disparaître, certains emplois dans la banque et se sont transformés en d'autres, tâches et on voit aussi les pilotes qui sont comme les journalistes. Personne ne va vraiment rentrer dans un avion qui sera pleinement automatisé par un drone. On veut avoir un pilote dans l'avion, donc il y aura des limites, psychologiques à l'adoption de cette technologie pour passer à un service, pleinement automatisé. Donc notre démarche dans ces travaux est d'utiliser la classification internationale des emplois et cela a été mis au point par la conférence internationale des statisticiens de l'OIE au sein du secrétariat de l'OIT et notre document diffère de bon nombre d'autres études publiées parce que nombre d'études s'appuient sur le système du Bureau des statistiques américain, UNIT,
qui décrit les emplois aux États-Unis. Notre étude, quant à elle, est internationale, donc nous avons estimé qu'il était plus, qu'il convenait davantage d'utiliser ISCO, pour que cela soit davantage représentatif, de l'économie mondiale et des emplois mondiaux. Donc au sein de cette ce classement ISCO, il y a 10 grandes catégories. Ainsi, la première étant, les armées, donc nous n'inclurons pas cela, mais donc 9 grandes catégories professionnelles avec les hiérarchies. Il y a le niveau à 2 chiffres, puis qui rentre dans des détails, puis le 3 chiffres et 4 chiffres avec, 436, emplois au sein de l'ISCO. Au sein de chaque profession, on décrit l'emploi et les différentes tâches accomplies. Selon ce classement ISCO qui a été fait par des humains, ici, des êtres humains à l'OIT, cela donne une description de ce qu'un emploi implique comme activité et comme tâche, avec une liste et une énumération des tâches. Ainsi, d'une part, il s'agit d'une étude sur ce qui pourrait être affecté par l'IA. Et cela utilise aussi l'IA en faisant cette analyse pour nous donner une bonne indication des points forts et faibles de l'IA. Ce que nous avons fait au départ, c'est de vérifier en utilisant ChatGPT-4 et d'autres applications, c'était de savoir dans quelle mesure cela était comparable aux résultats qui ont été, faits par des êtres humains. Voilà. Nous utilisons des, présentations très spécifiques, des modèles très spécifiques pour obtenir des résultats aussi précis que possible. Ainsi, nous avons demandé aux ordinateurs d'offrir des définitions d'emploi selon le code ISCO et suivront les instructions très précisément. Comme vous le voyez ici, il s'agit de professeurs des écoles primaires avec un code ISCO 2341. Il s'agit d'instituteurs et vous avez un une description des différents niveaux et pour des enseignants en école primaire, il y a différentes, définitions avec des professeurs qui enseignent différents sujets. La définition, hem aussi de ChatGPT est plus verbeuse avec, une préparation des classes et voilà, c'est une 2 colonnes décrivant une définition des êtres humains et GPT-4. Ensuite, nous avons fait une prédiction entre une définition humaine à gauche et à droite GPT-4. Alors, on voit ici les préparer un cursus, une leçon, un plan de leçon. Alors GPT-4, quant à lui, parle de développer un plan de leçon et des, programmes quotidiens dans une variété de sujets au niveau primaire. Donc cela est très semblable et puis on a fait encore des vérifications. La différence que l'on observe ici, c'est qu'on a normalisé ici pour que GPT 4 et 10 tâches, alors que dans la définition humaine, ISCO, cela dépend de la profession avec, par exemple, certaines activités ont moins de tâches que d'autres. Point suivant, et c'est là que la technologie est très utile pour nous. Par le passé, nous aurions peut-être défini un groupe d'experts dans le monde et on leur aurait demandé de faire ces étapes à la main, ça aura pris du temps et ce que nous avons fait, donc nous avons demandé à GPT-4 pour chacune de ces tâches donner une note de 0 à 1 sur la probabilité pour laquelle, heu, on peut automatiser cette tâche. Alors, avec 0, on ne peut pas automatiser et 1, on a une automatisation
complète. Dans le cadre d'enseignants, eh bien, pour préparer des leçons quotidiennement et d'un cursus scolaire didactique, GPT a mis une note de 0,6. Donc, il y a un niveau élevé de d'automatisation potentielle et pour alors, la technologie GPT peut aider à créer des plans de leçons, des leçons scolaires et offrir des suggestions basées sur les cursus didactiques pédagogiques offerts. Donc, tout cela paraît tout à fait, crédible. Quand vous regardez la dernière tâche, maintenir la discipline de bonnes habitudes, de travail 0,15, c'est un classement qui indique une faible automatisation potentielle et on ne peut pas donc, faire cela parce que dans ce cas-là, les interactions des échanges humains sont essentielles. Donc cela paraît relativement crédible. Point suivant. Alors, c'est ce que nous avons fait pour les 436 emplois et les 10 tâches pour, cela. Donc il y avait, 3 360, tâches codées qui nous ont été données. On a, mis ça en place avec une interface de programmation d'application, API et nous avons calculé comparé cela avec les définitions humaines. Voici l'étape suivante. Nous avons pris toutes ces tâches figurant dans chaque groupe d'emploi. Donc, il s'agit d'un seul chiffre de macro, donc d'exposition, pour voir quelle est leur exposition donc à la technologie IA. Alors, entre 0,5 et 0,75, on a un niveau faible d'exposition et entre 0,15 et 0, et 0, on a une faible exposition. Le groupe administratif possède le niveau le plus élevé dont les tâches peuvent être automatisées par l'IA. Donc, il s'agit de 80% de leurs tâches qui peuvent être potentiellement automatisées, qui sont donc extrêmement exposées à la technologie. Dans d'autres professions, cependant, qu'il s'agit de professions socio-professionnelles, agriculteurs, ouvriers, il y a certaines tâches automatisées au centre, mais cela n'est pas forcément automatisé et on le voit dans la, diapositive suivante. Alors, ce qu'on a fait ici, c'est que pour chaque profession, il y a des tâches. Donc nous, nous mettons en place la fonction de densité pour chaque sous-groupe au niveau de 4 chiffres. Donc les techniciens, les ingénieurs ou autres. Effectivement, la plupart de leurs tâches se trouvent entre 0 et 0,5, donc avec, une exposition faible, avec un faible risque d'exposition. Puis quand on passe en bas avec, vous voyez que la plupart de leurs tâches se trouvent dans une exposition élevée en raison de la technologie. Donc nous avons utilisé cela pour, évaluer ce qui était à risque d'automatisation et quels emplois pourraient être transformés ou augmentés. Peut-être je ne devrais pas utiliser ce terme en français, mais pourraient être améliorés par la technologie. Alors, ce que l'on voit dans nos travaux, c'est cela. Quant à moi, chaque jour, j'utilise un certain nombre de tâches. Je fais des présentations comme maintenant et j'utilise la technologie pour mes recherches, mais il y a bon nombre de tâches que je fais et qui sont à risque d'automatisation ou peu. Donc, il y a une c'est une autre façon de regarder l'analyse et voici notre rubrique pour, classer les emplois. Donc 2 choses. Quel est le résultat, moyen et quelle est le la déviation par rapport aux besoins? Alors,
On pourrait dire que certaines tâches peuvent être complètement automatisées, d'autres non, mais on a affaire à des êtres humains, offre des conseils, etc. Cela ne peut pas être automatisé. Et ainsi, je suis en quelque sorte un peu à l'abri. Donc, ici, vous voyez, les triangles rouges, ce sont les emplois qui ont des résultats élevés avec de faibles déviations. Ce sont des emplois qui sont à risque d'automatisation. Et les emplois en bleu, quant à eux, ont un résultat moyen avec des normes élevées de déviation, c'est-à-dire ce sont des emplois qui peuvent être améliorés par l'automatisation, qui peuvent être aidés par la technologie. Et en mauve, vous voyez une catégorie différente, c'est l'inconnu, parce c'est là qu'on on a une intersection entre l'IA et les tâches humaines et cela pourrait être à la fois, heu, aidé ou transformé. Donc on peut choisir ici. Donc ensuite, nous utilisons ces résultats et on les insère dans l'enquête du répertoire de l'OIT pour 140 pays, du monde entier. Donc c'est une banque de données extrêmement riche. Nous avons été en mesure aujourd'hui donc de passer en revue tous les emplois, c'est-à-dire, tous les points dans l'ISCO et on voit quel est le pourcentage de ces emplois qui pourraient figurer dans la catégorie d'automatisation ou de transformation ou d'amélioration. Alors, ce que vous allez voir clairement et vous allez voir en bas dans l'automatisation, clairement dans le monde, le chiffre mondial est à 2,3 de l'emploi qui fait partie de cette catégorie de potentiel d'automatisation. En d'autres termes, il s'agit des triangles rouges ici. Vous remarquerez que les chiffres sont bien plus élevés dans les pays qui s'enrichissent. Donc, cela reflète la diversification économique du pays et la diversification du marché de l'emploi. Cela veut dire qu'il y a davantage de personnes dans ces emplois dans les pays plus riches. Dans les pays plus pauvres, vous avez davantage de personnes dans l'agriculture, 60 de l'emploi est dans l'agriculture dans les pays à faible revenu et les personnes qui sont employées dans les transports, la vente alimentaire, ce sont des emplois qui ne peuvent pas être transformés par, l'IA. C'est une chose à garder à l'esprit parce qu'on se penche sur l'IA générative et non pas à la robotique parce que dans les pays en développement, cet usage de l'automatique, de la robotique est à faible probabilité. Donc, on observe une plus grande augmentation quand les pays s'enrichissent et quand leurs économies sont plus diversifiées et le marché de l'emploi est diversifié. On remarque aussi qu'il y a plus de répercussions sur les femmes. Alors, 2 fois et demi plus d'impact sur les femmes pour le euh, donc on a 5,1 de l'emploi, pour les femmes, pour un potentiel, d'automatisation et par rapport à 1,6 pour, les hommes. Donc ce sont essentiellement les femmes qui ont tendance à obtenir les postes administratifs. On sait que ces emplois sont, ventilés, heu, par genre très fort, il y a peu d'hommes secrétaires. Donc dans l'ensemble, ces tendances sont les mêmes dans le monde entier, donc cela est reflété ici. Il faut rappeler cela. Donc, en termes d'implication, d'orientation politique, car cela affectera davantage, est susceptible d'affecter davantage les femmes. Alors, en bleu, nous avons les emplois qui peuvent être améliorés par la technologie et on voit ici une distribution plus égalitaire dans les différents pays avec, 10
9,4% de l'emploi affecté dans les pays à faible revenu, 13% dans le monde et 12,8% dans les revenus intermédiaires. Donc nous avons effectivement 16% supplémentaires au centre. Donc si on ajoute toutes ces catégories, on prend 16 plus 13% plus 5%, on obtient 42%. Donc c'est un niveau élevé et puis là on obtient ce sera l'apocalypse des emplois et il faut bien comprendre la méthodologie utilisée car cela dépend des types, d'emplois pour savoir comment ces tâches peuvent être automatisées en fonction de ces emplois. Donc voilà, là, un point important que je voulais faire. Autre chose que je souhaiterais dire, c'est que c'est, un seuil supérieur. Il s'agit de chiffres, qui représentent les emplois exposés à la technologie. Alors cette exposition à la technologie, c'est différent de la pratique. Si on regarde cela du point de vue des pays pauvres, dans bien des endroits du monde, nous avons des réseaux électriques, qui ne sont pas fiables, peu de compétences numériques, peu de compétences informatiques, peu de technologies natives. Il faut l'acheter aux États-Unis, en Europe, elle coûte cher et donc la décision, permettant de dire si une entreprise va adopter, cette technologie dans ses opérations de routine est déterminée par tout un tas de considérations dont, la plus importante, c'est le coût. Pour moi, en tant qu'entrepreneur, ça n'a pas de sens que si je me trouve au Bénin, d'acheter cette, technologie et d'endetter mon entreprise et c'est quelque chose qui va empêcher pas mal de pays en développement d'obtenir ce type de technologie. D'un côté, certains vont dire, bah, c'est bien parce qu'il y aura moins de pertes d'emplois. Ça, c'est, une manière, de voir les choses qui est plutôt positive. Maintenant, l'inconvénient, c'est que l'augmentation de la productivité du fait de cette technologie pour, ces emplois qui peuvent être renforcés, eh bien, elle est perdue. Et donc, il y aura des écarts de productivité entre les pays en développement et les pays développés. Ceci va aller, s'accroissant du fait de ce changement technologique. Ça, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Autre chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que ceci ne tient pas compte des nouveaux emplois qui vont être créés. Chaque transformation technologique, on l'a déjà vu, crée des nouveaux emplois. Est-ce qu'ils seront de bonne qualité? Ça, c'est une autre question, mais il y aura de nouveaux emplois créés. Pensez, aux, gestionnaires de réseaux sociaux qui n'existaient pas auparavant et qui existent maintenant. Pensez aux influenceurs. C'est une profession certes précaire, mais qui, donne une source de revenus à certaines personnes. Donc de nouveaux emplois vont être créés par ces changements technologiques et ce sera le cas avec, ce bouleversement que nous allons voir. Alors je vais maintenant parler des différentes utilisations de l'IA au travail, car c'est important de garder cela à l'esprit au moment où l'on parle de l'IA. Voici un schéma que j'utilise pour, expliquer les choses. Il s'agit de tâches qui sont automatisées, non pas des emplois entiers qui sont automatisés. Et bien évidemment, cette automatisation peut remplacer des tâches effectuées par des travailleurs, des salariés ou remplacer des tâches managériales. Les managers sont des salariés, mais il faut le garder à l'esprit car ça a un impact sur la qualité des emplois managériaux qui voient des tâches automatisées et ça a un impact sur la quantité d'emplois. Alors il faut distinguer entre les utilisations de l'IA au travail qui sont ascendantes ou descendantes, bottom up ou top down, soit axées sur les salariés ou axées ou imposées par le management. Ça a un impact sur la productivité, sur la structure de l'emploi, mais aussi sur les conditions de travail et la qualité de l'emploi, puisque le colloque porte sur la qualité de l'emploi. C'est important d'en tenir compte.
Et il y a la technologie qui, reflète un processus de dialogue social, ou pas. Cela pourrait être, une consultation informelle sur le lieu de travail, mais qui est décidée tant par, les salariés que la direction. Quelle technologie, comment l'introduire, comment la définir et ceci a tout un tas d'implications très importantes. Alors je vais présenter les résultats d'une étude qui a été publiée très récemment. C'est une publication de Bick et al. Et il s'agit d'un sondage fait auprès des Américains et de leur utilisation de l'IA générative à la maison et au travail. J'ai trouvé cette étude très intéressante. Pour commencer, ce que l'on constate, c'est que 28 des Américains disent qu'ils utilisent l'IA générative au travail, ce qui est assez important, étant donné que cela ne fait pas depuis très longtemps que cela a été lancé. C'est tous les emplois confondus. Et si l'on se concentrait sur le personnel de bureau, le chiffre serait plus important. 11 l'utilisent tous les jours, 13,6 l'utilisent au moins un jour dans l'année, dans la semaine écoulée. La plupart d'entre eux utilisent ChatGPT, Gemini, donc des produits qui sont facilement accessibles en ligne. Les gens peuvent utiliser la version gratuite de ChatGPT. Certains utilisent des produits intégrés, notamment Microsoft Copilot, soit un outil, qui est, acheté par l'entreprise pour ses salariés. Les gens qui utilisent, Copilot sont probablement des programmateurs. Copilot est utile aux fins de programmation et puis vous avez d'autres produits qui peuvent être, qui peuvent faire l'objet d'une décision de l'entreprise elle-même. Ici, l'on voit les tâches spécifiques pour lesquelles l'IA est la plus utile, 38,4 pour rédiger des communications. C'est un chiffre élevé. Ceci m'amène à dire que certains de ces outils d'IA générative permettent, d'écrire. Mais si vous regardez un petit peu cette liste, vous voyez, 11,6 aide vis-à-vis de la clientèle et vis-à-vis des collaborateurs. C'est probablement introduit par, la direction, donc imposé par la direction, de façon, descendante. Alors que si on l'utilise pour la rédaction, pour rechercher des faits, de l'information, pour coder, c'est probablement le salarié qui décide d'utiliser l'outil pour accélérer son travail ou le faire encore mieux. Donc nous avons les utilisations imposées par la direction, les utilisations, top-down, et là où l'IA a eu l'adoption la plus élevée en entreprise, c'est dans les départements RH en matière de recrutement. Depuis le lancement d'internet, lorsque l'on recherche un emploi, on le fait essentiellement en ligne. Bien évidemment, on repose encore sur les réseaux, de connaissances, d'amis, sur sa formation. Mais lorsque l'on recherche un emploi, on le fait essentiellement en ligne. Ce qui fait que les entreprises reçoivent beaucoup plus, de CV qu'avant. Il est difficile, de les digérer. Ils ont besoin d'aide technologique pour, gérer ce volume. Et c'est, un exemple qui montre comment la technologie amène à davantage de technologie. La technologie permet à davantage de personnes, de, faire acte de candidature et maintenant on a besoin de technologie pour, digérer, toutes les candidatures. Donc, l'IA est utilisée sous forme d'algorithmes qui décident quels sont les candidats à qui l'on présente un poste vacant. Vous avez un compte LinkedIn, et on vous présente, des annonces pour tel type de profession et puis au niveau, filtrage, la plupart du temps, les candidats ne se présentent pas, directement pour un entretien. Il y a, un processus de filtrage, soit sous forme de jeu, sous forme de questionnaire, sous forme d'entretien vidéo et c'est l'IA qui peut aider, dans certaines parties du monde à le faire. On a des outils qui peuvent aider, à ce stade et puis il existe également des logiciels qui utilisent l'IA pour, vérifier si les candidats, correspondraient. Ils vérifient leur activité en ligne, sur Facebook, sur les autres réseaux sociaux et là, on rencontre, des difficultés,
si le logiciel filtre des gens qui ont eu des activités syndicales, voire qui ont été des militants politiques, pour permettre à l'entreprise de ne pas les recruter. Et cela pose la question des droits fondamentaux des travailleurs. Voici donc un exemple, mais on a vu d'autres exemples similaires. Ceci provient d'une étude publiée l'an dernier quant à l'utilisation de l'IA dans les centres de contact. Les call centers, ces centres d'appel, ont une forte probabilité d'intégrer l'IA dans ces activités pour router les appels, mais aussi comme première interface pour que les clients obtiennent des réponses. On l'a déjà tous vu, pour le meilleur et pour le pire. Ce que démontre cette étude, c'est que dans bien des cas, les technologies étaient intégrées en entreprise sans implication des salariés, ce qui fait qu'en général, ça le fait pas. Les salariés connaissent mieux leur travail, qu'autre chose. La technologie ne correspond pas aux besoins, ce qui pose problème en matière, d'agentivité des travailleurs. Ici, on a un exemple d'un centre d'appel. Cela peut faire en sorte que les clients, tournent en rond, au moment où, on leur passe enfin un humain, ils passent toute sa frustration sur lui. À droite, il s'agit des résultats de leurs analyses. Les entreprises qui n'avaient pas intégré l'IA dans leur système, eh bien, le score, de mauvais traitement des clients était bien plus bas sur une échelle de 0 à 5 comparé aux entreprises qui utilisent beaucoup l'IA. Un salarié, et qui, se plaint, et vous le voyez dans la citation sur la gauche. Voici une manière de ne pas intégrer la technologie. Je ne dis pas que ça ne peut pas être bien fait dans ces centres d'appel. Ce que je dis, c'est qu'il faut impliquer les travailleurs et le faire de manière à conserver la gentilité des travailleurs, qu'ils puissent donner leur avis afin que la technologie corresponde aux besoins des travailleurs, les rendent plus efficaces sans détériorer leurs conditions de travail. Ici, on leur a retiré leur agentivité. Je vois des travailleurs qui se plaignent de ne plus pouvoir prendre les choses en main, ce qui aboutit à de la frustration et à un grand taux de turnover dans une profession qui a déjà un grand taux de turnover. Donc, on a déjà vu que l'IA peut être utilisée pour, prévoir les équipes, notamment dans la vente au détail. On décide que c'est une journée, où on peut faire tel type d'activité ou telle autre. Là encore, ça retire de la gentilité aux travailleurs et ça détruit le dialogue entre les travailleurs et leurs supérieurs hiérarchiques. Dans l'idéal, on veut voir des gens qui ont la possibilité de dire bah, je veux pouvoir prendre mon après-midi car j'ai ça et ça à faire, et votre supérieur dit OK ou pas. Et lorsque l'on a un système basé sur l'IA, ça n'est plus possible, ce qui il y a une détérioration des conditions de travail. On a des systèmes, d'IA qui offrent du coaching, pour, les travailleurs, qui entrent en contact, avec, la clientèle. Vous pouvez parler comme ci, comme ça. Certains travailleurs peuvent l'apprécier, pas du tout, et encore une fois, ça enlève un petit peu de l'humanité en entreprise dès lors que les travailleurs n'ont plus que des supérieurs algorithmiques. Alors, il ne me reste plus que 10 minutes. Je vais maintenant vous parler, de l'impératif de gouvernance en matière d'IA, car il y a tout un tas d'implications politiques dont il faut tenir compte au moment où l'on réfléchit à l'IA sur le lieu de travail. Tout d'abord, nous ne pensons pas qu'il y aura une apocalypse en termes d'emploi, même s'il y aura des pertes d'emplois concentrées dans certaines professions. Il faut être clair, ce type de chômage technique dû à l'IA engage notre responsabilité collective. Il ne s'agit pas d'une
faute individuelle, quelqu'un qui a fait, tel boulot pendant des années, une technologie arrive pour les remplacer et d'autant plus, que, dans bien des cas, c'est leur emploi qui a entraîné donc c'est une responsabilité collective. À l'IA, nous avons la recommandation, 166, recommandation sur, la protection de l'emploi qui va avec la convention, 158. Il s'agit, d'établir un dialogue social en cas de licenciement massif dû à des changements technologiques. Un exemple qui est donné, qui provient d'IKEA. IKEA aurait automatisé son centre d'appel et les travailleurs, qui auparavant répondaient à ces appels, ou via la fonction chat, eh bien ces travailleurs ont été, reconvertis, en architectes d'intérieur ou autres et ils ont lancé un nouveau service d'architecture d'intérieur de sorte que ces travailleurs ne perdent pas leur emploi. Donc l'idée, c'est vraiment, de, reconvertir, ces salariés de manière structurée par, le biais du dialogue social. S'il y a perte d'emploi, bien évidemment, il faut, un appui salarial, et il faut des systèmes de formation qui permettent, aux travailleurs, de faire, d'occuper un nouvel emploi dans un secteur en plein essor, l'économie du soin, l'économie verte. On a des pénuries de personnel, dans les secteurs du soin, dans les secteurs hospitaliers, dans tous les pays. Les pays peuvent donc, réfléchir à des politiques industrielles, domestiques pour voir où investir, créer des emplois de bonne qualité, qui viendraient remplacer les emplois qui sont susceptibles de disparaître du fait de ces changements technologiques. Donc, former les travailleurs à l'économie du soin, à l'économie verte, investir dans ces secteurs, c'est un moyen pour relever, les défis, posés par, ce chômage technologique. Alors, il y a un certain nombre d'emplois qui vont être transformés et ils seront en plus grand nombre que les emplois appelés à disparaître. Au moment d'intégrer l'IA en entreprise, il faut le faire de manière à respecter les droits fondamentaux des travailleurs, et améliorer la qualité des emplois par le biais de la négociation collective, ou en tout cas, il faut qu'il y ait des mécanismes pour impliquer les travailleurs dans la conception de ce système. À commencer par les lignes rouges et ça, je l'ai déjà dit précédemment, il est absolument essentiel de faire en sorte que les technologies basées sur l'IA protègent, préservent les droits fondamentaux des travailleurs. Les droits fondamentaux les plus importants dans ce cadre, c'est la liberté d'association, comme je l'ai dit, les politiques de lutte contre la discrimination. Les algorithmes peuvent discriminer contre certains groupes de travailleurs, mais il y a également la question de la santé et de la sécurité au travail. Et il se pose la question des risques psychosociaux au travail. Il s'agit d'un domaine primordial. On n'a pas vraiment besoin de nouvelles lois. Nous avons déjà les normes internationales du travail, les principes fondamentaux auxquels ont adhéré la plupart, tous les États membres. Mais il faut faire en sorte que ceci soit mis en pratique. Et puis, il y a d'autres utilisations des technologies fondées sur l'IA en entreprise qui posent problème. Pensez à la surveillance des travailleurs qui ont des endroits qui peuvent être problématiques en matière de dignité, notamment les toilettes, avec l'intensification du télétravail. Si on surveille les gens au travail, c'est chez eux. Si on leur donne un appareil, une voiture, un téléphone, qui leur est confié par l'entreprise et que l'entreprise les surveille quand ils ne sont plus au travail. Tout ça, c'est problématique et puis on ne veut pas que les conversations avec leurs représentants syndicaux soient surveillées car, ce serait une violation de leur droit à la liberté d'association. La directive, sur, le
travail des plateformes interdit les licenciements par algorithme, ce qui est un exemple d'initiative qui peut préserver la dignité des travailleurs. Les travailleurs doivent avoir des voies de recours en cas de problème et que ce ne soit pas le fait d'un algorithme. Enfin, le dialogue social et la négociation collective a un rôle à jouer. Beaucoup des utilisations de l'IA en entreprise dépend de l'industrie en question ou de l'entreprise pour laquelle travaille un salarié particulier. Pensez comment l'IA générative peut affecter, bon, l'an dernier, on a vu l'exemple de la grève des scénaristes aux États-Unis. Il s'agissait de questions importantes pour eux qui devaient être traitées dans le cadre d'une négociation collective. Et cela vaut pour tout un tas d'autres professions qui sont affectées par l'IA générative de manière générale et l'IA de manière plus générale. La négociation collective est une manière de traiter de ces questions. C'est un mécanisme qui est particulièrement adapté pour tenir compte des risques que pose l'IA en entreprise. Dans la mesure du possible, la négociation collective devrait être proactive. Comment inclure les travailleurs dans la conception des systèmes technologiques? Dans les pays nordiques, il y a une longue histoire de définition participative qui a permis d'intégrer les technologies de manière à être bénéfique. Étude après étude, on voit que les travailleurs dans les pays nordiques ont moins peur des technologies que dans d'autres pays. Et c'est probablement le résultat d'une forte négociation collective, d'une forte représentation syndicale et d'un dialogue social qui s'attache au travail au jour le jour, plutôt que simplement signer un accord. L'idée, c'est de voir comment on utilise les technologies en entreprise. Oui. À la fin septembre. Ceci est donc une plateforme pour se retrouver pour discuter les risques en ce qui concerne l'adoption de l'intelligence artificielle au travail. Je vous remercie. Merci Janine pour cette présentation très claire. Merci aussi d'avoir respecté le temps imparti. Je vous propose de céder la parole à mon collègue Nicolas Bienvenu pour engager le temps de discussion qui suit votre présentation. Merci beaucoup. Oui, bonjour, Nicolas, bienvenue. Je mission à Acte 100, Val-de-Loire. Merci pour cette présentation. J'avais plusieurs questions, notamment une par rapport à l'IA, et notamment sa trajectoire. Vous avez évoqué effectivement un point important, que les salariés doivent être partie prenante dans le choix de l'IA, ou en tout cas dans leur usage, l'utilisation. Et je me posais la question de savoir, parce que vous avez évoqué aussi le fait qu'il y a des nouveaux emplois qui vont apparaître, notamment par rapport au care et par rapport au verre, les emplois du verre. Mais est-ce que l'IA peut être aussi utilisée pour favoriser telle ou telle, je dirais, trajectoire et accompagner les salariés vers ces trajectoires-là, aussi en termes de vecteurs et en termes de tendance? Yeah, so thank you for the question. Je vous remercie. Alors,
c'est vrai, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour aider les travailleurs à trouver des emplois. On a déjà vu l'incorporation de cette technologie pour aider ceux qui cherchent des emplois, pour leur trajectoire, pour leur carrière. Donc, voilà donc une possibilité. Il y a aussi le fait où on peut utiliser ceci pour les systèmes de formation pour les travailleurs qui veulent changer de travail. Voilà donc une autre possibilité. Alors, il s'agit donc d'un outil dans le domaine de l'enseignement très important pour la formation. Maintenant, en ce qui concerne les économies vertes, ici, il y a l'utilisation de l'IA pour la santé, par exemple, pour surveiller. On peut aussi, évidemment, cela dépend de la manière à laquelle ceci a été intégré. Il y a des histoires positives, d'autres moins positives, mais on peut aider ceci pour les gens, pour qu'ils sachent un petit peu ce qui se passe avec les patients, pour surveiller, et aussi pour le travail où il n'y a pas assez de communication. Si quelqu'un s'occupe d'un patient et ensuite est remplacé par quelqu'un, il n'y a pas eu assez de communication entre les deux pour se passer la barre, etc. Donc cela peut aider, mais je voulais juste mettre l'accent sur le fait qu'il faut absolument que tous ces systèmes, il y a beaucoup de possibilités pour incorporer ces systèmes dans euh, le travail, mais il faut faire ceci en consultant les, euh, les travailleurs, car ce système ne marche pas aussi bien s'ils n'ont pas été, on n'a pas l'inclusion donc des travailleurs. Il faut que le côté des travailleurs soit incorporé. Il y a des études qui ont été menées par, par exemple, au Royaume-Uni, et un de ces études de cas a regardé l'intégration d'une assistance d'intégration intelligence artificielle pour pour rédiger les rapports qui ont été faits par les médecins et les lettres envoyées par les gens, mais ils n'ont pas incorporé les travailleurs dans ceci. Ceci a été euh, organisé par une autre personne, et donc il y a eu beaucoup de problèmes, et il y a beaucoup de ces problèmes qui n'auraient pas été présents s'il y avait eu l'intégration des points de vue des travailleurs, ce qui n'a pas été le cas. Donc, il faut faire ceci avec la participation et de manière graduelle et progressive. Merci pour la réponse. J'ai une autre question. Avec quel argent va-t-on investir dans les emplois verts ou du soin? Et qui va investir dans la formation qui est souvent longue et notamment de reconversion? Et finalement, la question se pose en termes d'emploi. Est-ce qu'elle n'est pas, cette question-là n'est pas très théorique entre les écarts entre les emplois et les qualifications qui pourraient accroître avec l'IA, qui pourraient s'accroître avec l'IA, pardon. J'ai pas compris la dernière question. C'est le lien entre l'emploi. Si vous voulez, Janine, je peux reformuler la question. Ce que nous dit l'interlocuteur ou l'interlocutrice, je ne sais pas, on voit les entreprises investir beaucoup dans la tech, mais on ne les Oui, voit pas vraiment investir dans les emplois verts ou les emplois du soin. Et en même temps, tout le monde demande à ce que les impôts diminuent. Donc, comment on fait pour essayer de trouver des équilibres dans cette circonstance avec des priorités qui sont à la fois toutes présentes et qui parfois prennent des voies un peu parallèles? oui. OK, c'était OK. Voilà, nous voyons donc quelque chose que, c'est pas seulement en France, mais dans d'autres pays aussi, qu'il y a beaucoup d'investissements dans la technologie. La technologie coûte cher, et ces investissements en technologie pourraient peut-être être investis dans les travailleurs, et ce serait peut-être mieux. Et donc, c'est important d'investir dans la technologie, c'est sûr, mais si vous investissez dans la technologie et pas dans les travailleurs, le résultat ne sera pas très bon. Les la place du travail ne travaille pas bien sans les travailleurs. Alors, en ce qui concerne, bon, je ne connais pas le système fiscal français. On pourrait avoir des encouragements pour avoir investissement dans la technologie qui doit être aller
avec les encouragements pour que les entreprises investissent dans les travailleurs. Maintenant, en ce qui concerne les investissements de grande échelle, lorsqu'on parle de l'économie verte, l'économie de soins, par exemple, il y a eu déjà des investissements très importants dans l'économie verte en Europe, en France en particulier, depuis quelques années. Je sais qu'il y a des questions de budget en ce moment qui sont évidemment très importantes, mais je pense que les politiques doivent penser, doivent réfléchir. Si nous n'avons pas un marché du travail qui marche bien, il y aura des problèmes secondaires qui vont coûter cher. Donc, ce serait mieux d'investir maintenant pour avoir des marchés du travail qui travaillent bien, qui marchent bien, avoir des gens qui ont des travails décents et on a moins recours au système social pour tout un tas de problèmes ou même des systèmes sociaux ou d'assistance il y a un système très, très fort en France, mais il faut avoir des, des, des postes, des genres de travail qui sont bons, qui sont appropriés. Il faut être assuré qu'il y a le plus grand nombre de personnes, mais dans des travaux qui sont bons pour qu'ils puissent participer de manière productive à l'économie. Et ensuite, ceci pourrait aller donc vers le niveau de l'entreprise aussi. Et peut-être qu'il faut changer le code des impôts, de fiscalité pour être sûr que l'investissement dans les travailleurs est une priorité. Workers is prioritized. Merci, Janine, pour la réponse. On a une autre question qui est un peu en lien. Euh, Est-ce qu'il y a des travaux qui permettraient de comparer l'exposition potentielle et l'impact réel sur les emplois? Vous avez présenté les vôtres, mais sans doute avez-vous repéré dans la littérature d'autres éléments? Yeah, so it's Oui, oui, absolument. On a besoin de plus d'informations. Cela n'est pas facile dans les données. Comment les postes ont changé. C'est mieux en général d'utiliser des données administratives si on veut voir l'effet sur les emplois. Il y a des chiffres qui sont statistiques très différents. J'ai vu récemment sur la profession du journalisme aux États-Unis, par exemple, on a vu qu'il y avait une décroissance sur le nombre de journalistes, mais ensuite les freelances qui montaient. Alors, parfois, ces tendances sont difficiles à expliquer. Donc, nous n'avons pas vraiment vu des statistiques qui sont très claires. Il y a certains cas qui disent qu'il y a un nombre certain de personnes dans une société ont été renvoyées, mais on ne sait pas ce qui s'est passé avec ces employés. Donc, il faut plus de temps, il faut plus de données, mais de données administratives. Et là, on pourra peut-être voir ce qui se passe dans les pays. Mais encore une fois, il faudra voir ce qui se passe avec des emplois spécifiques. Mais les professions elles-mêmes changent. Si vous pensez à l'adoption de l'intelligence artificielle, on peut peut-être recruter plus de professionnels euh, euh, en- dans une certaine... donc c'est très difficile de voir quels sont les effets, mais nous sommes en train de surveiller tout cela. monitoring. Merci. Une autre question. Avez-vous une idée du pourcentage de travailleurs qui ont décidé eux-mêmes d'utiliser l'intelligence artificielle et qui l'ont importé eux-mêmes, du coup, dans leur entreprise? Ça, c'est la première question, en termes de pourcentage. Et la seconde, l'impact est-il le même comparé à l'impact de l'intelligence artificielle décidé par la gouvernance de l'entreprise? Donc, on rejoint la logique un peu top-down et bottom-up. Oui. Okay, so the first one is Alors, la première, il s'agissait de ce qui était basé sur les États-Unis. Maintenant, au Danemark, on travaille avec le gouvernement pour voir ce qui se passe avec l'utilisation de l'IA par les travailleurs. Il y a de plus en plus de données qui sont en train de sortir. 28% des travailleurs aux États-Unis utilisent
l'intelligence artificielle, je pense qu'en France, ça ne sera peut-être pas tout à fait aussi élevé, mais quand même assez élevé. Alors, voilà un petit peu le problème avec toute discussion sur l'IA. Si j'utilise le système DeepL pour traduire quelque chose en français, bon, ça ne veut pas dire que mon travail a été changé complètement par l'intelligence artificielle. Il y a certaines applications qui, bon, elles n'ont pas vraiment d'effet. Et il y en a d'autres où un centre d'appel, par exemple, où leur travail a été complètement transformé par l'IA. Et la seule façon de pouvoir comprendre ceci est d'avoir des états de cas. Donc, il nous faut beaucoup plus de cas étudiés. Et si l'ANACT est en train de faire cela, et je pense qu'elle est en train de le faire, l'ANACT, ceci serait très important. La deuxième question était un petit peu comme les autres sur l'importance d'avoir cette participation, ce genre de participation au travail. Du coup, j'en profite pour poser moi-même une question. Vous disiez, Janine, dans votre présentation, à propos du management automatique, qu'on ne pouvait pas négocier avec l'IA, alors qu'on pouvait négocier avec son manager pour prendre ici une pause, ici ne pas venir au travail pour des raisons particulières, etc. Et ensuite, vous en êtes venu aux questions de gouvernance et aux questions de négociation collective. Et à ce propos, vous avez indiqué que, de votre point de vue, la négociation collective était adaptée pour le traitement des problématiques soulevées par l'introduction et le déploiement de l'intelligence artificielle et IA générative en particulier. Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que vous avez dit que en fait, que l'enjeu était plutôt autour de la proactivité de cette négociation collective. C'est-à-dire que dans les textes juridiques à disposition, on a ce qu'il faut pour traiter ces sujets, mais que l'enjeu est de ne pas s'en tenir simplement à ce qui est écrit ou à la formalisation d'un accord, mais à faire vivre cette réalité du dialogue social pour l'accompagnement de ces transformations au jour le jour. Yeah, yes, that's exactly what I was trying to say. Oui, absolument, c'est ce que je voulais dire. Euh, la négociation collective est très bien adaptée. On peut avoir euh, la consultation, par exemple, qui en fait partie, et il y a des garde-fous, il y a des limitations sur la manière dans laquelle la technologie est utilisée. Mais en ce qui concerne un texte juridique, cela ne suffit pas. Il faut absolument qu'il y ait avoir ce genre de négociation et de va-et-vient en ce qui concerne la conception. L'idéal, ça serait d'avoir une négociation collective qui permet, qui nous donne la possibilité d'avoir ce retour, cet échange. Mais donc la conclusion, c'est qu'un texte juridique n'est pas suffisant. Il faut vraiment qu'il y ait un dialogue au travail pour la conception et les changements qu'il faut effectuer à la technologie. Voilà. Voilà exactement ce que je voulais dire. Merci. Bonjour, Janine, Ludovic Bugrand de la RACTORA. J'aurais une première question à vous poser. Vous avez décrit finalement comment aussi l'IA générative impactait possiblement un certain nombre d'activités managériales, alors y compris de par son utilisation, par exemple, dans le cadre d'activités RH pour des questions de recrutement, mais ça peut être aussi dans des optiques de planification du travail. Et du coup, ça m'interroge sur un point, c'est que soit on y voit l'automatisation de certaines tâches, ou on peut aussi y voir l'automatisation progressive un peu de chaînes managériales. Est-ce que, de par cet aspect-là, il n'y aurait pas tendance à glisser vers des formes de plateformisation aussi du travail? Quel est votre point de vue là-dessus? Yeah, I mean, and that's kind of what I'm a little bit concerned about, because if you Oui, c'est ce qui m'inquiète quelque peu. Étant donné le rôle d'un chef d'équipe, c'est vraiment d'appuyer les travailleurs, de les guider,
de traduire l'objectif de l'entreprise dans le quotidien des employés. C'est difficile, très difficile de le remplacer par un algorithme. Et quand vous le remplacez par un algorithme, par défaut, cela peut être tout à fait terroriste dans la façon de travailler. On sait très bien que le terrorisme et ce genre de travail est très difficile sur le lieu du travail. Et c'est un problème également quand on essaye d'incorporer ces processus dans les travaux qui n'y conviennent pas pour ces tâches. Dans les économies d'aujourd'hui, notamment dans les pays plus riches, le monde de la connaissance ne convient pas à ce genre d'automatisation. Donc, dans les services, il y a des limites à ce que l'on peut faire et dans bien des cas, cela peut être une façon de surveiller et policer les travailleurs. Donc, dans l'économie des plateformes, je me suis penchée sur le travail en ligne des vacataires. On a on a mené à bien une enquête pour obtenir compte des retours des travailleurs et il s'agissait de concepteurs graphiques et la façon dont ils font de l'exercice. Alors, il y en a qui disaient j'aime marcher, j'aime faire de l'exercice. C'est cela que je réfléchis à ce que je vais faire. Mais de la façon dont c'était appliqué, pour faire cela, il fallait télécharger une application et leur clavier était surveillé. Alors, même si un designer graphique, lorsqu'il quittait son clavier, il était pénalisé. Donc cela, vous voyez, a des effets sur sa créativité, sur son résultat, mais aussi sur son contentement, sur son niveau de satisfaction et de bonheur. Donc cela est un algorithme excessif, trop d'algorithmes qui sont intégrés sur le lieu du travail et cela heu, fait disparaître l'humanité sur le lieu du travail. Je peux comprendre pourquoi on peut l'utiliser dans les ressources humaines, mais même là, c'est risqué. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas, heu, l'utiliser, mais il faut être très prudent. Il faut constamment se demander si c'est le résultat, responsable. Est-ce que le résultat escompté? Parce qu'on peut passer Heu, il y a beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de gens qui essayent de vous vendre, de l'IA, mais cela n'est pas forcément le meilleur résultat. Merci Janine pour la réponse. J'ai peut-être une dernière question, une question qui avait été formulée dans le question-réponse, mais du coup je la reprends pour la développer un petit peu. Est-ce qu'on peut considérer que tous les salariés peuvent réellement bénéficier des emplois dits de qualité? Quand on vous écoute, on peut s'interroger. C'est-à-dire que vous nous avez expliqué que le déploiement de l'IA, par exemple, dans les centres d'appel, pouvait conduire à des mauvais traitements des travailleurs par les clients eux-mêmes, qui du coup déversaient leur frustration après avoir tourner en bourrique à travers des systèmes automatiques. Et puis, vous avez expliqué aussi que ça pouvait conduire à retirer l'agentivité des travailleurs. Et cette fois, la frustration, elle était du côté du travailleur lui-même et donc conduisant à des formes de turnover. Donc, dans ces deux exemples, on a l'impression que les risques associés à l'IA au travail, c'est d'une certaine façon aussi des risques psychosociaux. Et donc, les études qui sont généralement présentées relèvent l'augmentation de la productivité des travailleurs et notamment des travailleurs inexpérimentés lorsqu'ils utilisent l'intelligence artificielle. Ce que vous montrez, vous, c'est qu'en face de l'augmentation de cette productivité, pardon, on a un risque aussi d'augmentation des risques psychosociaux. Et donc, ça peut permettre de mettre en question cette tendance à l'augmentation de la qualité des emplois. Right. Yeah, okay. So Exactement. Donc c'est la raison pour laquelle je crois qu'il est important de faire la distinction entre les différents types d'usage de l'IA au travail. Alors, je vais reculer quelque peu.
dans les études universitaires, notamment là, dans le domaine de la psychosociologie, on utilise ce cadre. Dans ce cadre, on peut avoir une personne qui est sur un lieu de travail très intense, mais s'il y a des ressources pour les aider, et la direction, avec le pouvoir de prendre des décisions, avec de bons collègues, il y aura une certaine joie d'aller au travail. Et parfois, on peut avoir un lieu de travail qui n'est pas intense et peu de motivation parce qu'on peut avoir un lieu de travail moins réjouissant et une qualité de travail inférieure. Donc, la qualité du travail dépend vraiment du contexte, de la façon dont c'est intégré. La technologie elle-même peut être positive ou négative sur le lieu du travail et pour la qualité du travail, selon la façon dont c'est intégré, si c'est intégré avec détermination et si les employés ont des motivations dans leur travail. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire une distinction entre le haut et le bas. Euh, L'IA peut être utilisée de certaines façons pour rendre les employés plus contents parce qu'ils se rendront compte que peut-être que Heu, les résumés qu'ils devront faire ou les courriers électroniques qu'ils devront faire seront faits par l'IA très rapidement et ce sont des usages donc qui permettent, dans la plupart des cas, d'améliorer, heu, la performance, des travailleurs. Toutefois, quand c'est imposé aux travailleurs, cela peut diminuer leur motivation. Donc, à l'OIT, on essaie de dire que l'IA ne vient pas du ciel, cela est décidé par la direction, par les travailleurs, les employés et les décisions d'incorporer l'IA, concevoir l'IA, tout cela est basé sur des êtres humains. Donc, si notre objectif est d'améliorer la qualité du travail et la productivité, comment alors utiliser la technologie pour arriver à ces fins? Donc, il faut se demander ce que l'on veut au final comme résultat. Et la qualité du travail doit être au centre du processus de conception, car cela permet d'avoir des gens qui restent au sein de la société, a, heu, qui est des employés plus productifs, plus heureux et ça permet à tout le monde, heu, d'être gagnant dans ce cas-là et cela augmente la productivité, mais aussi la qualité du travail. Merci Janine pour votre présentation et pour vos réponses. On va prendre quelques minutes de pause. On reprend les interventions avec celle de Yann Ferguson à 11h20. Donc on a une douzaine de minutes de pause. Merci encore Janine de votre participation et de vos apports. Merci à vous.